Nous sommes le dimanche 4 mai 2025 et donc on continue notre belle série sur le fameux livre de Robert Greene. Et comme d'habitude, vous avez vu passer des shorts durant toute la semaine. Et donc, en ce dimanche, nous allons donc faire un petit peu le bilan de tous ces shorts. Donc, dimanche dernier, à savoir le 27 avril, on en était à n'hésitez pas à payer le prix. Et ça, c'est un truc effectivement qu'on a un petit peu de mal nous en France, notamment du fait qu'on a beaucoup de choses qui sont entre guillemets gratuites. Alors évidemment, elles sont de moins en moins gratuites, en témoignent nos impositions qui ne font qu'augmenter. D'ailleurs, en parlant de ça, les déclarations d'impôts sur le revenu sont ouvertes, donc n'oubliez pas de les faire, on a des dates différentes en fonction des départements, faites-y attention. N'hésitez pas à payer le prix lorsque vous avez quelqu'un en face de vous ou qui vous apporte du bon conseil ou qui vous fait de la prestation de service, mais vraiment de haute qualité. Je pense particulièrement à un maître d'œuvre dans ce short. C'était Gilles, en l'occurrence, du côté de Vesoul. Lorsque je l'ai rencontré, j'étais en train de déménager donc, du côté du Haut-Doubs. Il s'avère que j'avais donc besoin de quelqu'un qui gère les chantiers. Et pour ne rien vous cacher, en 2017-2018, je m'y connaissais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et donc, c'est lui qui m'a organisé beaucoup de chantiers. Et en fait, pour me rendre compte de sa qualité, même si j'en avais forcément très bien conscience, parce que c'était pas non plus du chantier phénoménal, c'était juste de la rénovation complète de petites œuvres en division d'appartements, donc c'était vraiment pas quelque chose de très compliqué. Le premier chantier que je lui ai filé, il en avait pour 60 000 €. Eh bien, il avait tout organisé et au final, sur une surface à traiter de plus de 120 mètres carrés, alors qu'on avait un appartement donc à couper en deux, il s'avère qu'il avait quand même réussi à me plier le chantier en l'espace de 4 mois. On avait commencé en novembre, on avait fini en février. Et je ne vous cache pas que maintenant que j'ai quand même de l'expérience dans les travaux, c'est allé assez vite parce qu'il y avait quand même 5 corps de métier à coordonner. Et honnêtement, franchement, il m'a fait de l'excellent travail. Je me suis aperçu de ça particulièrement parce que sur les autres chantiers que j'avais fait après, donc dans cette ville, alors que je suis quand même à 2 heures de route, eh bien, j'avais continué quand même à le mandater. Puis à un moment donné, il m'a dit, mais Renaud, écoute, franchement, tes connaissances, elles ont largement augmenté comparé à lorsque je t'ai connu. Tu pourrais le faire tout seul. Franchement, tu n'as pas besoin de moi. J'ai pas envie de te prendre 3 000 € pour une assistance à maîtrise d'ouvrage. Ça me paraît pas très important. Donc je l'ai fait. Il y a 2 autres chantiers du coup que j'ai fait. Une division d'appartements dans un bâtiment que j'ai faite et une autre rénovation d'appartement que j'ai faite en même temps par ailleurs. Et puis en plus, c'était une époque où j'avais 4 chantiers en même temps, plus le quotidien à gérer, entre guillemets. Et là, je me suis aperçu que quand même gérer des travaux, même si les équipes je les connaissais à 2 heures de distance, sans vérifier, sans être là toutes les semaines, sans y faire gaffe, honnêtement, ce chantier qui était exactement le même que le premier que j'avais laissé à Gilles à l'époque, au lieu de prendre 4 mois comme ça avait été le cas, ça m'avait plutôt pris 8-10 mois. Et honnêtement, le travail avait été moins bien fait. Et ce qu'il y a, c'est que lorsque vous avez un maître d'œuvre qui pense votre chantier et qui a compris ce que vous demandiez, en fait, il va anticiper dans son devis originel toutes les choses qu'il pourrait y avoir. Ce que moi, j'avais pas fait, tous ces petits détails que lui, auxquels il va penser, que vous ne pensez pas en tant que particulier. Et bien donc du coup, à la fin, c'est les artisans qui vous disent ça, c'était pas prévu, ça, c'était pas prévu, ça, c'était pas prévu. Et au final, on se retrouve avec une jolie facture finale qui est 15% au-dessus du devis. Heureusement, sur mes devis, je demande toujours à ce que, entre guillemets, mes artisans gonflent un petit peu les volumes et puis ensuite qu'on ait un petit peu de marge pour pouvoir évoluer. Donc, on était encore dans les devis, si vous voulez, mais il y avait notamment un corps de métier, c'était le plaquiste, qui a vraiment pris beaucoup plus parce qu'il y avait vraiment des choses qu'on n'avait pas prévues, même si on avait prévu une pause de SAD et compagnie, mais il y avait vraiment des choses qui avaient de particulier. Et donc, honnêtement, c'est là que j'ai compris que vraiment, ce monsieur, donc Gilles en l'occurrence, ce maître d'œuvre, était d'une efficacité extrême. Avec lui, mon chantier aurait pris, je pense, on va dire au moins 3 mois de moins. Ce qu'il y a, c'est qu'en termes de location, ces 3 mois de moins, en fait, vu que c'était en location courte durée, ça fait 2 000 € par mois x 3, ça fait 6 000 €. En vrai, la mission de Gilles aurait été largement couverte par ça, quoi. J'aurais gagné du temps et franchement, ça aurait été beaucoup mieux. Donc n'hésitez pas à payer le prix lorsque vous avez quelqu'un de compétent. N'hésitez pas à payer le prix lorsque vous prenez rendez-vous avec quelqu'un qui vous donne du bon conseil, qui vous dit attention à ça. Franchement, moi j'ai dans mon entourage des gens que je peux appeler, alors évidemment je les paye, que je peux appeler, mais si j'ai un doute sur quelque chose et que je sens que c'est important, eh bien à ce compte-là, moi je préfère payer pour avoir vraiment des bons avis parce que franchement, une erreur dans l'immobilier, ça coûte très cher. Donc voilà, n'hésitez pas à payer le prix dans la mesure où vous avez quelqu'un de compétent en face de vous, faites-le, ne vous gênez pas. Lundi dernier, on avait un short sur la meilleure vengeance, c'est l'oubli. Donc là, ce que ça m'avait inspiré, c'était plutôt sur le fait que j'avais eu un dossier
qui s'était, entre guillemets, techniquement, on va dire, bien passé, mais émotionnellement mal passé. Je vais m'expliquer. Techniquement, c'était bien passé parce qu'effectivement, j'avais pris un mandat effectivement, qui était un peu trop haut. J'avais vite trouvé un acquéreur qui avait mis d'accord tout le monde en termes de prix. C'était un divorce. Monsieur et madame divorçaient dans une situation qui était quand même compliquée. C'est déjà passé par plusieurs agences auparavant. Vous avez testé des prix qui étaient complètement cons par rapport à la conjoncture. Je parle d'une affaire, ça c'est 2019-2020. Hein. Et une fois qu'on avait signé le compromis, en fait, si vous voulez, le vendeur qui a bien compris que là, en fait, les choses devenaient très concrètes et que cette maison qu'il avait depuis toujours construite, entre guillemets, c'est pas lui qui l'avait construite, mais qui avait toujours rénové, entretenu, il devait vraiment la quitter. Et là, mais j'ai senti quelqu'un qui partait mais complètement en latte et qui s'acharnait sur moi pour des détails plus insignifiants les uns que les autres. Et donc à un moment donné, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'essayais de réparer, j'essayais d'expliquer, j'essayais vraiment de le casser dans le sens du poil, de tout lui expliquer techniquement, mais il voulait rien savoir, c'était moi le méchant. Et à la fin, le jour de la remise des clés, mais j'ai cru qu'il allait me taper. Donc j'étais prêt à lui envoyer les marrons aussi, mais ce qu'il y a, c'est que si vous voulez, c'est vraiment, je sentais qu'il m'accusait de tout, il n'y avait plus rien de clair. Et donc du coup, en fait, à un moment donné, on a signé, et il s'avère qu'après, l'agence dans laquelle je travaillais, elle a reçu des lettres d'avocat. Et en fait, ce qu'on s'est dit, mais en fait, il est fou. Techniquement, donc forcément, on a regardé tout mon dossier pour voir si j'avais pas oublié des trucs. Il s'avère que j'étais absolument clean, j'avais tout fait dans les règles de l'art. Heureusement pour moi d'ailleurs, quand c'est comme ça, il faut toujours bien faire toutes les règles de l'art. Mais il s'avère que, à un moment donné, on a dit, stop, en fait, il n'y a rien à faire. Le mec devient fou, on oublie. Et donc, on l'a oublié complètement. J'ai arrêté de répondre à ses messages, j'ai arrêté de répondre à ses appels, j'ai arrêté de répondre à tout, parce que moi, je suis le genre de gars qui décroche et puis qui y va. Et donc, du coup, j'ai strictement arrêté. Et franchement, ça a marché. Au bout d'un moment, il a simplement arrêté, puis il s'avère que son avocate, elle tentait des trucs, mais en fait, ça servait strictement à rien. C'est lui qui dépensait des lettres, qui dépensait son avocate pour rien du tout. D'ailleurs, elle aussi, elle devait se dire, mais putain, qu'est-ce que je peux avoir sur ce dossier ? De toute façon, il est fermé. Puis surtout, l'autre vendeuse, donc madame, elle était parfaitement satisfaite de la situation. Donc voilà, c'est vrai que il y a un moment donné, en fait, quand vous êtes vraiment sur quelqu'un qui devient fou avec vous, qui a fait une fixette, et qui vous rend responsable de tout, à un moment donné, oubliez-le, quoi. Vous le laissez crier dans son coin, puis tôt ou tard il va se calmer. Il n'y avait vraiment pas grand chose à faire, surtout si juridiquement vous vous êtes bardé et que vous craignez rien, quoi. Donc voilà un petit peu l'histoire que ça m'avait inspiré le lundi. Mardi, soyez imprévisibles. Là, j'avoue que c'est des acquéreurs qui m'avaient surpris. C'était des acquéreurs à qui j'avais déjà fait 2 affaires par le passé, c'était des investisseurs, vraiment en plus relativement chevronnés quand même, parce qu'ils avaient déjà une quinzaine de lots. Et il s'avère que je sais très bien, je connaissais quand même les questions qu'ils allaient me poser et tout, et je savais très bien que ça allait être un dossier long. Et ce qu'il y a, c'est que je venais de signer le mandat. Par conséquent, il fallait que quand même j'ai un dossier qui soit quand même assez verrouillé, si vous voulez. Ça, c'est une histoire de 2021, ouais, c'est ça, 2021 ou 2022, je sais plus trop. Mais en tout cas, il m'avait dit, je savais qu'il allait me poser toutes les questions sur les fenêtres, sur le DPE, alors qu'à l'époque, c'était pas encore la folie du DPE comme aujourd'hui, mais ça commençait à arriver. La copropriété, donc en gros j'avais tout le dossier en tête, je savais tout sur le bout des doigts, je leur ai fait une présentation qui était nickel, c'était sur un appartement, un T2 à Métallier, et au final je savais que le prix était quand même plutôt agressif, et ce qu'il y a c'est que j'avais quand même fait un espèce de petit lancement, donc du coup en fait si vous voulez j'avais enquillé les visites, et ce qu'il y a c'est qu'avant eux il y avait eu une visite, donc c'était le matin, ils arrivaient après, et le soir j'avais une autre visite. Et donc du coup je me suis dit de toute façon il va falloir qu'on aille revisiter avec ces gens-là, que j'aime bien d'ailleurs, et donc j'avais tout verrouillé, tout bardé, tout fait tout comme il fallait, je leur avais tout rendu, tout expliqué. Et à la fin des fins, je me suis dit, vous voulez un délai pour réfléchir, j'imagine, alors la contre-visite, on se la cale quand, histoire que vous soyez sûr. Puis là, ils m'ont dit, non, on ne fait pas de contre-visite, Renaud, on signe tout de suite. Et donc du coup, ils m'avaient quand même un petit peu surpris, c'était une bonne surprise, ça avait été complètement imprévisible. Et ce qu'il y a, c'est que c'était quand même assez dingue parce qu'on avait programmé la publication de ce bien fait 2 jours plus tard, puis j'avais complètement zappé ça, c'était un petit peu du off-market, donc j'avais calibré la publication 2 jours plus tard. Il s'avère que le produit il est sorti 2 jours plus tard, et alors là ça avait été la folie, on avait été débordé d'appels, et j'avais eu l'air un petit peu con, d'ailleurs on était un petit peu limite parce que donc du coup j'avais dû dire à tous les gens qui m'avaient appelé, non désolé, je suis désolé, c'est vendu, j'aurais dû enlever ma publication, j'en suis désolé. Et donc du coup voilà, il m'avait un peu pris de court, donc voilà, soyez imprévisibles. En tout cas là pour le coup, eux, vraiment j'avais pas prévu qu'on ait à refaire, qu'ils me sortent une offre comme ça d'un coup. Donc voilà ce que ça m'avait inspiré le mardi. Mercredi, ne soyez pas trop parfaits. Là on arrive vraiment dans le cœur de cette vidéo du dimanche parce que là on va parler d'un dossier qui m'a pris énormément de temps. Pour ceux qui me connaissent,
Moi, mon truc, si vous voulez, c'est de trouver des bâtiments, de les proposer à des marchands de biens pour qu'ensuite ils les revendent à la découpe. Sauf que je ne sais pas trop ce que ça soulevait. À l'époque, donc ça, c'est un dossier qui date de 2020-2021. Pourquoi est-ce que le ne soyez pas trop parfait, ça m'a inspiré? Pourquoi? Parce que lorsque j'étais dans cette opération-là, que je trouvais absolument magnifique, on parle quand même d'un bâtiment abandonné depuis une quinzaine d'années, qui pourrissait, c'était une verrue au bout du village, alors que le bâtiment en lui-même avait quand même vraiment du charme. Et là, j'arrive et je propose qu'on le rénove, qu'on remette de l'éclat là-dedans, qu'on refasse les façades, les toitures, que ce soit un truc magnifique. Et puis plutôt que d'avoir des mètres carrés qui pourrissent sur un bord de village, ben non, on va retravailler, on va reproposer 850 mètres carrés de surface habitable à des gens qui veulent acheter en résidence principale ou qui veulent faire de l'investissement. Bordel, ça fait quand même 11 logements en plus dans un secteur. Je pensais être un héros, je pensais être quelqu'un de génial, ben pas du tout. Il s'avère que dans ce village, donc je l'avais dit un petit peu à tout le monde, je m'étais baladé, je leur avais dit, voilà, parce que ça me paraissait normal que s'il y avait des gens qui voulaient faire de l'investissement, que ce soit les gens qui habitent directement sur place qui puissent acheter directement. Et donc, je leur expliquais un petit peu la situation, alors ils me disaient, oui, mais est-ce qu'on peut investir? Je dis, oui, vous pouvez faire ça. Ok, mais qu'est-ce que vous en savez sur l'investissement? Il y a beaucoup de gens qui me rattaquaient dessus. Je disais, écoutez, moi je suis investisseur personnellement, puis je leur racontais un petit peu mon histoire. Il s'avère qu'en plus, en 2020-2021, je dis pas que ça roulait fort pour moi, mais franchement, c'était quand même. J'ai compris ce que c'était qu'avoir de l'argent, quoi. Vraiment, là, c'est là les premières fois où je me sentais, on va dire, vraiment à l'aise financièrement, et je l'ai un peu trop dit, si vous voulez. Et donc, ils avaient un peu l'impression que j'étais le gars parfait, et vraiment, je me suis fait tomber dessus. J'ai suscité beaucoup de jalousie, et je me suis vraiment fait tomber dessus. Il y avait des gens qui m'ont critiqué. Et ce qu'il y a, c'est qu'à l'époque, pourquoi est-ce qu'en fait j'avais autant d'argent? Parce qu'en fait, si vous voulez, mon mode de vie n'a jamais augmenté. De mes 21 ans, si vous voulez, à mes 28-29, j'ai toujours roulé dans la même bagnole, j'avais une Clio 2 tout éclaté. Et donc, on avait soit des gens qui disaient « Putain, mais quel frimeur », soit des gens qui disaient que j'étais un mytho parce que j'avais une bagnole toute pourrie, quoi. Mais c'est juste que j'avais jamais augmenté mon niveau de vie, malgré mes revenus qui avaient augmenté, quoi. Et donc, moi qui pensais, entre guillemets, pas être un héros, mais qui pensais faire quelque chose de bien, faire quelque chose de sympa dans ce petit patelin où il y a une tension locative quand même conséquente, eh ben non, j'étais un petit con qui a fait entrer le loup dans la bergerie, qui a permis en fait aux gens du coup, voilà, ça y est, ils vont être pris avec des logements sociaux ou je sais pas quoi, alors que non, c'était des choses tout à fait normales. Et puis on recrée vraiment, je pensais vraiment faire bien en recréant de la surface habitable dans ce patelin. Je pensais vraiment que c'était bien. En plus, on est vraiment en pénurie de logements par chez nous. Je trouvais que c'était bien. Et ben non, ça n'allait pas. Donc voilà, moi qui pensais vraiment être le gars cool, qui permette de l'investissement ou de faire de la résidence principale, en plus il y avait des beaux logements, je sais pas, j'avais pas compris, c'est là que j'ai compris qu'en fait le fait de montrer trop entre guillemets de succès, vous vous faites tomber dessus, et puis surtout les gens ne vous le disent pas directement, ils disent ah ouais c'est génial et tout, puis en fait c'est des potes artisans qui allaient travailler chez les autres, qui me connaissent aussi du coup, qui m'ont dit putain alors là je sais pas ce que tu leur as fait dans le patelin, mais putain tout le monde me parle de toi, t'es un petit con quoi. Je dis ok, ok très bien, qu'est-ce que j'ai fait? Apparemment c'est ton projet là, que tu fais au bout de la rue, je sais pas ce que tu leur as fait, mais en tout cas il n'y en a pas beaucoup qui en veulent. Et en fait donc du coup je me suis un petit peu fait taper dessus là-dessus, donc attention lorsque vous faites des projets, il peut s'avérer que c'est bien de ne pas trop le dire à tout le monde, quoi. Le problème, c'est que moi, j'avais besoin de les vendre, et donc, du coup, c'est exactement l'inverse, il fallait que je le fasse. Mais c'est que vu que, du coup, je me suis un peu fait connaître dans le patelin pour les mauvaises raisons. Et donc, on en arrive, du coup, à la deuxième, à jeudi, où j'avais parlé un petit peu des jeux du pouvoir, parce que sur ce même dossier, je m'étais aperçu qu'en fait, évidemment, que lorsque vous avez un programme comme ça, on parle d'un patelin qui fait 300 habitants, hein, donc on va reproposer 11 logements, donc c'est quand même pas mal. Potentiellement, ces 11 logements, ils vont faire venir, entre guillemets, 30 personnes dedans, s'il y a des familles. Ça veut dire que vous augmentez de 10% le nombre d'habitants du village, quoi. Donc c'est vrai que c'est quand même beaucoup. Et pourquoi est-ce que je me suis fait entailler que ça ? Et je me suis aperçu qu'en fait, cette vendeuse, elle vendait, c'était également la mairesse qui vendait, et en fait, tout son conseil s'était retourné contre elle. Et dans son conseil, il n'y avait personne qui était pour accepter, en fait, si vous voulez, ce nouveau projet, parce que tout le monde avait des intérêts dans le village à ce que ça ne se fasse pas. Chaque conseiller, on avait bien regardé, donc du coup, avec le promoteur, enfin le marchand de biens avec qui on avait fait ça, à un moment donné, on se dit, on ne comprend pas, je veux dire, on est en train de soulever des foules, on est en train de tout faire péter dans la mairie, tout faire péter dans le village, alors qu'on vient juste pour recréer des surfaces. Vraiment, on ne comprenait pas. Donc à un moment donné, on a demandé audience dans ce conseil, lorsqu'il devait
tous se réunir pour qu'ils nous expliquent, quoi, parce que bordel, on ne comprenait pas, qu'on se disait mais qu'est-ce qu'on a fait? Et en fait, en posant des questions, en les laissant parler, parce que c'est un des autres trucs de négociation, quoi, on sentait que notre projet il était vraiment attaqué de toutes parts, on s'était dit, on va les voir, et puis on va les laisser causer, quoi. Et en les laissant causer, on s'apercevait qu'ils avaient tous intérêt, d'une manière directe ou indirecte, à ce que ce projet ne se fasse pas, parce qu'on saturait le PLU, parce que si on faisait ça, donc du coup, il y avait ce projet qui ne pouvait pas se faire, parce que ça allait poser des problèmes au niveau de la flotte, alors qu'absolument pas, il y avait juste à dériver une source. Enfin, vraiment, il y avait plein de trucs comme ça, et plus on les regardait, plus on les pointait, plus on s'apercevait qu'en fait, ils avaient un intérêt personnel particulier à ce que le projet ne se fasse pas. Et donc, c'est là quand même que j'ai découvert quand même que l'immobilier, même dans les petits patelins, mais en fait, c'est très politique, et lorsque vous faites des choses, vous dérangez entre guillemets les choses qui sont en place ou les choses qui sont à venir, et donc du coup, ça marche pas forcément comme on en a envie, et que donc du coup, même où vous dites un peu naïvement, quand vous n'avez pas encore beaucoup d'expérience et que vous n'avez pas été confronté à la réalité du terrain, vous vous dites que vous faites des bonnes choses, et en fait non, vous bougez, vous faites bouger les lignes, et par conséquent, on va vous tomber dessus, alors que quand vous discutez avec les personnes individuellement et que vous parlez entre guillemets politique, voilà, il y a une pénurie de logements ici, là, vous dites oui, ils ont qu'à créer, sauf que quand il faut créer chez toi, quand il faut remettre au goût du jour un bâtiment qui est à l'abandon depuis je ne sais pas combien de temps, là toi tu veux pas. Par contre, aller faire un immense collectif 4 villages plus loin, ça te dérange pas, puis c'est tout à fait normal, et puis c'est des cons ceux qui n'acceptent pas, mais par contre quand il faut le faire juste là à côté, t'as pas envie. Bon bref. Voilà un petit peu sur quoi je suis tombé. Et donc voilà, j'avais compris que c'était un jeu de pouvoir et que cette mairesse fallait la faire dégager et qu'il ne fallait pas faire ce projet-là parce qu'il y a celui-ci qui arrivait, qui était en train de tomber, ok. Et que donc du coup, cette petite route, en fait, si jamais ce projet il se fait là, en fait, cette petite route, elle ne pourra pas se faire, donc ça n'arrangera pas un de ses conseillers qui est là. Que des trucs comme ça, des trucs de fou, des trucs de malade. Et en plus, moi, je suis quand même étonné parce que, justement, on parle d'artificialisation des sols, mais c'est quand même un truc de fou parce que quand vous refaites du bâtiment qui est déjà existant, il n'y a pas d'artificialisation des sols. De toute façon, ce bâtiment, il est déjà enclavé, donc il y avait juste, effectivement, à créer les parkings, mais on ne remontait pas quelque chose. On ne croquait pas sur les terres agricoles locales, pas du tout. Alors que leur projet, à eux, ils grignotent complètement sur c'est des constructions, donc forcément, en plus, ils ont changé le PLU pour que ce truc se fasse, et donc ça veut forcément dire que cet endroit-là, il y avait des vaches qui étaient à cet endroit-là, là, il n'y aura plus de vaches puisqu'il y aura des baraques. Bon, vous avez compris, quoi. Vous avez compris, ça, c'est vraiment, c'est ça, c'est le jeu du pouvoir, mais c'est ok, j'ai compris comment ça marchait, j'ai compris comment tout marchait, il n'y a pas que ça, quoi. Il y a plein de petits trucs, lorsque vous tapez des projets qui sont, entre guillemets, un peu plus gros que vous vous rendez compte un petit peu des choses et que l'immobilier, lorsque vous commencez à monter dans les sphères un peu plus hautes, c'est pas un jeu de rigolo. C'est pas un jeu de mec sympa. Vous allez devoir vous battre à chaque étape. Donc, il faut quand même avoir conscience de ça. Ensuite, défier les personnes toxiques. Ça, c'était le short de vendredi. Ce que ça m'avait inspiré, c'était notamment un peu dans la même veine. Quand j'étais agent immobilier, que je venais d'arriver dans l'agence pour laquelle je travaillais par le passé, j'étais arrivé à Pontarlier, il s'avère qu'il y avait un mec qui était en place depuis très longtemps, un agent VRP et une assistante commerciale. Donc j'arrive, je fais mon travail normalement, il s'avère qu'on déménage et que cette assistante commerciale qui était en temps partiel, au vu du volume que j'apportais parce que j'ai bien marché assez vite, donc j'ai eu un peu de chance, et que mon collègue il marchait de toute façon bien. Donc du coup, cette assistante commerciale, elle passait de mi-temps à temps complet. Une assistante commerciale, si vous voulez, c'est elle qui va gérer un peu la paperasse des agents de manière générale. Et je vous le dis honnêtement, elle a un métier qui est extrêmement important parce que c'est vraiment elle qui va faire le lien juridique, administratif sur tous les dossiers. En général, c'est ça. Moi, par exemple, je n'ai pas d'assistante commerciale, mais je sais que le jour où je développe un petit peu, le premier poste que je prends, c'est ça. Une bonne assistante commerciale dans les agences, ça change absolument tout. Et comme ça libère la partie administrative des commerciaux, donc des agents immobiliers comme moi, pour les laisser sur la partie commerciale et créer de la relation et se concentrer là-dessus. Mais entre guillemets, celle qui a les mains dans le cambouis, c'est bel et bien l'assistante commerciale. Le problème des assistantes commerciales, c'est que lorsqu'elles sont bonnes, entre guillemets, elles s'aperçoivent que les commerciaux gagnent quand même bien leur vie, on va pas se mentir.
Et donc par conséquent, à un moment donné, elles veulent rentrer dedans. Elles se disent, bon bah voilà, moi c'est moi qui t'ai organisé ça, c'est moi qui ai trouvé ce vendeur-là, c'est moi qui ai fait ce dossier-là, donc est-ce que je pourrais avoir un bout de ci, un bout de ça, un bout de ça. Puis à un moment donné, la demande devient excessive. Et ce cas, c'est quand vous êtes agent co ou lorsque vous êtes VRP, vous avez du risque, parce que si vous êtes VRP et que vous ne vendez pas au bout de 6 mois, vous avez des clauses dans vos contrats qui permettent à votre patron, c'est bien normal, de vous virer. Et si vous êtes agent commercial, votre patron il ne vous vire pas, mais en gros, vous ne gagnez pas d'argent, donc vous retournez au travail, quoi. Et puis c'est pour ça que vous avez un tel turnover dans les agences. Parce que c'est des métiers qui sont très très difficiles, il faut quand même réussir à convaincre des vendeurs de leur qu'ils nous filent la chose qui a le plus de valeur à leurs yeux, pour laquelle ils ont dépensé le plus d'argent dans leur vie, pour que nous on le vende. Donc c'est quand même pas quelque chose de facile. Il faut vraiment être bon. Et ce qu'il y a, c'est que donc, du coup, tout ça, c'est un risque. Et l'assistante commerciale, elle ne risque absolument rien. Qu'il y ait des ventes ou qu'il n'y en ait pas, à un moment donné, elle est payée de la même manière. Mais nous, c'est pas le cas. Donc, elle voulait, entre guillemets, les avantages, donc la sécurité de l'assistante commerciale et le salaire qu'on pouvait avoir, le salaire qu'on pouvait avoir. Et ce qu'il y a, c'est qu'elle en demandait toujours plus. Et à un moment donné, elle se glissait dans les deals. Et puis, si on n'accédait pas à ces requêtes, elle faisait péter les dossiers, quoi. Elle pourrissait les acquéreurs, elle pourrissait les vendeurs. Et donc, à un moment donné, notre patron encore au-dessus, il dit, bon, ok, très bien, on va faire évoluer ton poste. Et donc, du coup, tu vas passer, entre guillemets, en chasseuse, et donc tu vas pouvoir aussi aller prendre du mandat d'une certaine manière, ok, très bien. Et puis, à un moment donné, nous, on laisse. Et ce qu'il y a, c'est que même sur les deals qu'on faisait, nous, où elle n'était absolument pas concernée, elle venait quand même, puis elle essayait de croquer, de dire, voilà, moi, cet acquéreur, j'ai réussi à le convertir grâce à ce que j'ai dit, voilà, donc tu me dois ci, tu me dois ça, tu me dois ça. Puis moi, je disais non, et puis je la laissais s'énerver. Tranquille. Je restais zen. Et puis je voyais bien qu'en fait, ensuite elle attaquait sur un petit peu tout, quoi. Et donc du coup, je me suis dit, c'est quoi, on la laisse tranquillement s'énerver de son côté. Puis à un moment donné, elle a eu une demande qui était vraiment excessive. Et on a bien senti qu'en fait, elle a tout fait. Sur un dossier qui était très particulier, où effectivement, elle l'avait amené vraiment en piochant dans la base acquéreur de mon collègue et en piochant donc sur un de mes mandats. Donc elle avait fait ça, elle avait fait ce rapprochement, mais ça c'est le travail de l'assistante co. Et elle avait tout simplement demandé la commission totale. Et le patron, tout au-dessus, avait dit non, il ne faut quand même pas déconner. Et puis elle était complètement partie en latte, arrêt maladie et compagnie. Elle nous avait pourri des dossiers qui étaient en cours, on s'était pris des SRU, mais vraiment, une cinglée. Donc voilà, et puis ce qu'il y a, c'est qu'on voyait qu'elle essayait ensuite de nous monter l'un contre l'autre, tout des conneries comme ça. Elle passait sa vie au téléphone avec le patron pour essayer de nous faire démonter. C'était tout comme ça c'est une histoire de 2019. Et donc, bref, c'était une folle. Et dans ce métier-là des agences immobilières, je vous assure qu'il y en a beaucoup plus que ce que vous pouvez croire. Et un autre truc, et ça je vous le dis, les agents immobiliers entre eux, à ce moment-là que je l'ai appris, il n'y a pas d'amis. Vos collègues, dans le monde de l'immobilier, c'est pour ça que parfois vous pouvez avoir une très bonne relation avec un agent de cette enseigne, et puis l'autre qui est à côté, vous dites, mais putain, mais c'est vraiment une chèvre, qu'est-ce qu'il fout là? Mais en fait, c'est pas des amis. Et puis parfois, ils peuvent vous donner ils n'ont pas les mêmes intérêts au sein de la même affaire. C'est bizarre parfois. Mais j'ai déjà vu des mecs qui ont essayé de glisser, par exemple, leur courtier dans un dossier et qui ont pris le risque de faire péter tout un dossier parce qu'ils ont essayé de glisser un courtier là au milieu, quoi. Mais que des trucs comme ça. Donc en gros, si vous voulez, dans les agences, il n'y a pas d'amis. Il n'y a personne qui est ami. Ça, faut le comprendre. Et puis les intérêts des uns ne sont pas forcément les intérêts des autres. C'est aussi un petit jeu de pouvoir, mais en plus avec des grosses sommes à distribuer. Je ne vous raconte pas les histoires que ça fait au sein des agences. Et c'est pour ça qu'elle pioche, c'est vraiment un petit monde de requins. Donc n'hésitez pas à défier les personnes toxiques, surtout si vous êtes carré et que vous arrivez à être droit et juste dans vos bottes. Et enfin, hier, juger sur les actes et pas sur les mots, ça m'avait renvoyé à une personne qui avait fait plusieurs visites avec moi, qu'on avait fait peut-être 4 ou 5, c'était incroyable. Le mec, il était trop fort. Il connaissait les PLU, il connaissait toutes les zones ABF des différents patelins. Il avait fait des visites, parce que moi, donc, du côté, je suis du côté de Métabier. Il avait fait des visites du côté de Thonon, il a fait des visites du côté de Morteau, et puis on s'apercevait qu'en fait, tous les hivers, c'était un prof, le gars. On s'apercevait que tous les hivers, il allait dans les différentes montagnes, dans les moyennes montagnes, entre guillemets, et puis qu'il allait faire des visites. Donc, il était méga carré sur tout. Et puis, en discutant avec lui, parce qu'effectivement, personne ne l'avait spécialement fait, je lui ai dit, mais écoutez, franchement, je trouve que vous avez quand même une sacrée expertise. C'est impressionnant que ce soit au niveau, même au niveau fiscalité, quoi. Il savait déjà pertinemment ce que c'était que le LMNP, le LMP, les différences, vraiment, comment est-ce qu'on recalibre tout ça. Il connaissait les PLU, il s'y connaissait en travaux, il avait déjà fait du réseau, vraiment, il était balèze, quoi. Il connaissait le maire de chaque commune. Vraiment, il était fort.
Je lui dis, mais purée la vache, mais avec votre réseau pareil, avec toutes ces connaissances, mais vous devez avoir un patrimoine monstrueux, quoi. Non. Donc on était en 2021, il me dit, bah ça fait 10 ans que je cherche. D'accord. Mais du coup, vous êtes propriétaire de combien d'appartements? Bah j'ai juste ma maison, voilà, en plus qui était dans le 39, quoi. Il me dit, bah voilà, j'ai juste ça. Mais qu'est-ce qu'on fait là alors? Pourquoi, qu'est-ce qui a fait que vous n'êtes jamais passé à l'action, quoi? Il me dit, bah à chaque fois il y a un truc qui va pas, vous voyez bien, par exemple là le truc qu'on allait visiter sur votre appartement, bah, vous voyez bien que ici on doit être 10 000 € trop cher parce que tout simplement, bah, effectivement il y a le conduit qui est pas très bon, de cheminée qui est pas très bon, plus il y a une cuisine à retoucher, et puis les escaliers des communs, bah, il est pas terrible. Je dis, ok, bah, qu'est-ce qui vous empêche de me faire une offre? D'ailleurs sur ce fameux bien d'ailleurs, c'était parti en plus à un prix encore plus bas que ce qu'il m'avait proposé, quoi. Il me dit, bah voilà, pour moi votre vendeur il est pas au bon prix, donc c'est même pas la peine, ok. Donc en fait son blocage c'était vraiment qu'il voulait qu'on lui serve sur un plateau d'argent le produit, qu'il n'ait plus rien à faire, qu'il ait juste à signer. Et moi je me souviens qu'il y avait ma collègue qui était du côté de Morteau qui m'avait dit, mais en fait ce gars-là, d'un coup je lui ai proposé un truc qui était franchement bien, et il l'avait pas fait parce qu'en fait il pétoche. Puis il n'ose pas, donc il se renseigne sur plein de trucs, il a du temps libre entre guillemets, donc du coup il se renseigne énormément, il passe des coups de fil, il visite, donc voilà, il est vraiment pas loin en fait de passer à l'action, mais ce qu'il y a c'est que non, il y va jamais. Et donc moi quand j'avais discuté avec lui sur le coup, je m'étais dit mais lui il m'a vraiment l'air trop fort, et en fait pas du tout, il était vraiment crampé dans ce qu'il était en train de faire, il faisait ses cours, et puis c'est tout en fait, quoi. Donc moi qui pensais avoir fait un cador en face de moi parce qu'effectivement il s'exprimait très bien d'une part et que d'autre part il avait des connaissances effectivement ultra développées, et bien en fait vu qu'il avait jamais rien fait, tout s'est un peu dégonflé. Je me suis dit mais en fait c'est juste un touriste, quoi. Donc voilà un petit peu ce que ça m'avait évoqué en tout cas sur tout ça. Bon, j'avais fait une promesse, j'avais dit que si j'avais 100 likes dans la dernière vidéo donc de dimanche dernier, je vous révélerais qui m'a formé en 2015. Il s'avère que celui chez qui j'ai acheté une formation en 2015, c'est Olivier Seban. C'est bel et bien avec lui que j'ai pris ma première formation. C'était en 2015 et par conséquent, dites-moi dans les commentaires. Allez, on va faire autre chose. Là, j'ai pas encore 8000 abonnés. Si j'arrive à avoir 8000 abonnés, eh bien, je vous fais une vidéo sur le programme et sur ce que je pense de Olivier Seban, si j'arrive à avoir les 8000 abonnés d'ici dimanche prochain. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que ça vous a plu cette vidéo. Sachez que je les continue. On est le dimanche, donc jusqu'au 11, je continue donc toutes ces vidéos. Et donc dimanche prochain, on en aura une. Et je pense que j'irai jusqu'au 18. Après, j'essaierai de faire un petit bilan. Et puis, on verra ce qu'on fait, si je continue ou pas. Merci encore d'avoir suivi jusqu'ici. Comme d'habitude, le groupe d'entraide en description. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao.